Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Bienvenue dans ce 8e épisode. Cette fois-ci, j'ai décidé de te faire découvrir un réseau social. Rien que ça, un réseau social. Je le connais et je l'utilise, mais juste en tant que débutant. Du coup, pour t'apporter les bons conseils, ceux d'un professionnel, je dirais même plus d'une professionnelle, j'ai invité Olivia de Be Original. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Olivia en juillet 2020. Donc c'est il y a maintenant 1 an. Joyeux anniversaire du coup, Olivia. Bref, elle fait partie en fait de mes rencontres précieuses d'Instagram et en programmant le podcast, il m'a semblé évident de l'inviter pour qu'elle te partage son savoir-faire, sa passion et son travail sur la plateforme Pinterest. On va donc voir ensemble comment ça marche, ce que tu peux en tirer de cette plateforme. Elle va aussi te conseiller plein de choses hyper intéressantes et pourquoi Pinterest peut te permettre de gagner en visibilité. Je crois que le plus simple est de te laisser écouter l'épisode, tu ne crois pas ? Allez, c'est parti. Alors du coup, aujourd'hui, je suis avec Olivia. Et Olivia, je vais déjà te demander de te présenter un petit peu. Bonjour à tous, moi c'est Olivia. Du coup, je suis social media manager et j'ai choisi de me spécialiser sur Pinterest et Instagram. Dans mes missions de freelance, j'accompagne soit des entrepreneurs, des petites entreprises qui veulent me déléguer la gestion en fait de leur profil Pinterest ou Instagram. Et sinon, pour ceux qui veulent garder la main et monter en compétences, je propose aussi soit des accompagnements individuels, soit de la formation. J'interviens aussi voilà, sur des formations dans des organismes de formation ou chez d'autres entrepreneurs. Donc c'est un peu mes deux casquettes de freelance et qui me permettent d'avoir des missions complémentaires et de pouvoir répondre aux différents besoins de mes clients. Alors moi, ça fait longtemps que je te suis sur Instagram j'adore trop ce que tu publies, etc. Tu as toujours des bons conseils et notamment sur le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, ce qui est Pinterest. Ça fait combien de temps que tu es là-dedans dans Pinterest? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert tout de suite ou c'est quelque chose que tu as découvert sur le tas? Alors moi, je me suis lancée à mon compte il y a un petit peu moins d'un an. Ça fera 1 an au mois de juillet. Et Pinterest, je l'utilisais un peu plutôt à titre perso, en fait, je pense comme beaucoup de monde au départ. Et en Yes. fait, j'ai découvert plus tardivement la partie business, en fait, vraiment quand je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt et un vrai potentiel pour, d'un point de vue business, enfin, autant que d'un point de vue perso, quoi. Et que en fait, beaucoup de Mhm. gens l'utilisent, voilà, pour leur quotidien, dans leur vie perso et encore pas beaucoup pour, plus le côté, oui, professionnel. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait, comme il y avait un vrai potentiel, c'était vraiment, intéressant d'en parler et voilà et ça se développe de plus en plus donc je pense qu'on peut vraiment faire des choses sympas pour son activité pro aussi donc je trouve que c'est intéressant d'en parler, quoi. Carrément. C'est pour ça que je suis très content d'avoir ici parce que c'est honnêtement, j'en entends beaucoup parler. J'essaie de l'utiliser à titre pro. J'ai pas encore les bons réflexes, etc. Je pense que tu vas me taper sur les doigts plein de fois, mais mais genre, je sais que ça peut être un réel levier rien que pour le référencement. Ça peut être un gros levier au niveau d'acquisition de trafic. Je pense qu'on va en voir plus tard vis-à-vis de ça. Oui. Mais voilà, quand j'ai vu que quand j'ai fait le planning du podcast, je me suis dit, il faut que je t'invite parce que ça peut être, à mon avis, un réel atout pour les gîtes. Parce que, comme on va le voir plus tard, ça correspond exactement à la cible de Pinterest. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très content de t'avoir aujourd'hui et je suis sûr que ça va être un très bon épisode. Je suis ravie d'être là aussi. Merci beaucoup pour ton invitation. Et puis, j'espère que ça pourra apporter plein d'infos utiles à tous ceux qui vont nous écouter. Hey, hey. Alors du coup, déjà la première question, je pense, c'est est-ce que tu peux présenter Pinterest rapidement? Oui, alors Pinterest, il faut vraiment le voir comme un moteur de recherche visuel parce qu'on
on a ce qu'on appelle donc les épingles, c'est tous les visuels plutôt verticaux qu'on voit quand on arrive sur Pinterest. Et en fait, les utilisateurs, ils font beaucoup de recherches. Donc, c'est un moteur de recherche au même titre que Google, mais qui fonctionne plus comme le Google Images, on va dire, avec des résultats visuels et, Ok. et qui permet en fait aux utilisateurs de partager du contenu et après pour les professionnels, donc de se rendre visible et comme tu as commencé à le dire, à attirer du trafic sur son site web, puisque le principe de Pinterest, c'est que chaque visuel est relié à une URL. Donc en fait, quand on va cliquer sur le visuel, on va être redirigé vers le lien associé. Donc ça permet voilà, de générer du trafic en fonction du contenu qu'on partage. Et c'est pour ça que d'un point de vue professionnel, c'est intéressant aussi. Eh ben, c'est une super présentation. Je reviens quand tu parles de moteur de recherche, j'avais commencé à écrire un article sur Pinterest et j'ai toujours bloqué, j'ai toujours ce blocus en mode est-ce que c'est un moteur de recherche ou est-ce que c'est un réseau social? Alors, on le met souvent dans la catégorie des réseaux sociaux, mais il faut vraiment le voir comme un moteur de recherche. Alors, il y a de plus en plus cette dimension réseau social parce que Hmm. on peut mettre des likes, on peut mettre des commentaires sur les épingles maintenant, mais dans son fonctionnement et en fait dans la manière de l'utiliser pour être pour que les gens trouvent notre contenu. Quand nous, on va partager du contenu dessus, il faut vraiment le voir comme un moteur de recherche. On va utiliser un peu le même vocabulaire, hein, on va parler de référencement, de mots-clés. Je rassure, c'est pas aussi complexe que Google, hein, c'est beaucoup plus simple. Mais le vocabulaire est quelqu'un qui a des notions déjà de référencement naturel sur Google. Ça aide à mieux comprendre comment Pinterest va fonctionner. Au niveau de l'utilisation, tout à l'heure tu parlais de l'utilisation pro, perso. Il y a quelque chose qui ressort souvent dans les études, c'est la typologie de personnes qui l'utilisent. Est-ce que tu peux m'en dire peut-être un peu plus là-dessus? Oui, alors sur Pinterest, en France, on est à peu près à 20 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc ça fait quand même un chiffre Ok, assez ouais, c'est beaucoup, intéressant. ouais. Au démarrage, on disait beaucoup que Pinterest, il y avait que des femmes dessus et c'était vrai au Hmm. début, mais les profils des utilisateurs évolue pas mal. Et là, on est à peu près à 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc, on voit que la proportion revient un peu plus à l'équilibre, on va dire. Et alors, il y a des sujets qui sont très, très populaires. Les sujets les plus populaires sur Pinterest, c'est tout ce qui va être décoration, cuisine, voyage, la mode. Enfin voilà, il y a vraiment des thématiques qui reviennent beaucoup. Mais comme c'est un moteur de recherche, les thématiques qui sont recherchées et populaires auprès des utilisateurs, c'est vraiment lié à leurs besoins en fait. Donc il y a aussi une évolution des tendances sur Pinterest par rapport aux besoins et au mode de vie des gens. Et donc on a vu en 2020 et 2021 avec la crise du Covid, voilà, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont fermé à un moment donné, donc il a fallu que les parents s'occupent de leurs enfants à la maison, il a fallu faire du télétravail, Hmm. on a vraiment changé, tu vois, nos habitudes de vie et on a ressenti ce changement-là dans les recherches qui ont été faites par les utilisateurs. Et donc, c'est pour ça que, en fait, bah, les tendances évoluent comme partout, en fin de compte. Et c'est important de suivre aussi les besoins des utilisateurs pour répondre à leurs besoins. Parce que quand ils vont sur Pinterest, c'est comme quand ils vont sur Google, en fait, ils ont un besoin, ils vont dans la barre de recherche, ils mettent les mots-clés, leurs questions, voilà, et ils vont aller chercher du contenu par rapport à leurs besoins et leurs envies. Ok. Et c'est assez rigolo que tu parles de ça. Et en fait, il y a beaucoup de. Pour moi, vraiment, quand j'avais l'idée de Pinterest, je l'ai connu ça il y a quelques années. Et en fait, j'avais pas la mise à jour de de ces données là que tu es en train de dire. Et pour moi, c'était 80% de femmes et 20% d'hommes. Et là, tu me dis 60-40. Je dis, voilà, j'ai loupé 20%. Et en fait, les tendances, c'est fou que tu dis ça parce que ça prouve vraiment que c'est un moteur de recherche. Et en plus de ça, ça prouve aussi ce que j'entendais dire vis-à-vis de l'intention d'achat. Il y avait une rumeur où vraiment c'est un vrai, enfin, c'est une vraie stat, c'est que, dis-moi si je me trompe, mais c'est l'intention d'achat et le passage au panier est beaucoup plus simple vis-à-vis de Pinterest. Il y a un taux de transformation assez fort, il me semble.
Oui, alors en fait, alors les chiffres que j'ai donnés là, moi je les avais, notés pendant une intervention des personnes qui gèrent, Pinterest. Ça date du début 2021. Donc après ça évolue constamment, mais c'est des chiffres qui sont, assez récents effectivement. Et oui, on dit qu'à peu près 55 des utilisateurs sur Pinterest, ils ont une intention d'achat en visitant la plateforme. En fait, ils ont un besoin, ils ont quelque chose en tête et donc ils vont aller sur Pinterest pour trouver des idées, pour s'inspirer, pour, organiser des projets. Tu vois, ça peut être, des travaux, on veut faire des travaux dans sa maison ou on veut organiser son mariage. Enfin voilà, il y a plein de thématiques où en fait les utilisateurs vont aller sur Pinterest, vont faire des recherches, vont enregistrer les visuels qui vont leur plaire et comme ils ont un besoin, en fait, s'ils trouvent des choses qui leur plaisent, qui les inspirent, qui les intéressent, ils vont être redirigés vers, le lien associé, donc ça peut être des pages de vente, des pages de service et cetera et donc comme ils ont un besoin, ils sont, très ouverts et ils ont cette intention d'achat et donc forcément, si tu réponds à leurs Mmh. besoins, tu as beaucoup plus de chances, de les convertir en clients que, sur, des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et cetera, où les gens n'ont pas forcément, cette même intention d'achat quand ils sont sur le réseau social. D'accord. Oui, ouais, de toute façon, ouais, ça semble logique parce que, comme tu dis, ils sont dans une démarche de recherche de réponses et s'ils trouvent ton contenu et qu'il est intéressant et qu'ils le sauvegardent, c'est vrai qu'ils ont peut-être du coup le réflexe d'aller après là où ils ont trouvé l'info pour aller au processus d'achat, quoi. C'est ça. Alors la conversion, elle va pas forcément se faire, au premier clic forcément parce que quand on découvre une nouvelle, voilà, un nouveau produit, on va pas forcément le consommer tout de suite. Encore que ça dépend de la typologie du produit, voilà. Mais ça permet, voilà, d'avoir de la visibilité, d'être, connu par des nouvelles personnes et si on est visible de plus en plus et de façon régulière et qu'on répond à un besoin, on a plus de chances de le convertir et ça se voit beaucoup là, on arrive à la période, de l'été, au moment où on enregistre, nous du moins, on y arrive à la période de l'été et les gens commencent à préparer leurs vacances, surtout que les restrictions liées au Covid sont en train, d'être, allégées. Donc les gens commencent à se dire: «OK, est-ce que je vais partir en vacances? Où est-ce que je vais aller?» On sait qu'il y a, comme l'année dernière, j'imagine, beaucoup plus de gens qui vont rester en France parce que partir à l'étranger, ça peut être encore un peu compliqué. Donc les gens, ils vont, regarder le voyage, c'est très populaire sur Pinterest. Ils vont commencer à regarder un petit peu: «Oh ben, voilà, j'ai envie de prendre l'air, de changer d'endroit. Où est-ce que je vais pouvoir, aller passer mes vacances?» Donc ça peut être des recherches sur, où je vais passer mes vacances, mais ça peut être aussi des conseils sur, bah, je sais pas, est-ce que je vais prendre le train, l'avion ou est-ce que je vais, trouver des bons plans, trouver des astuces, des conseils? Ils sont vraiment à la recherche, voilà, d'idées, d'inspiration et d'organisation de leur projet ou de leur vie au quotidien, en fait, les utilisateurs, c'est ça qu'ils recherchent sur Pinterest. Bah, c'est parfait parce que du coup, ça correspond parfaitement au gîte. Mais et ça, j'ai vu aussi les tendances aussi vis-à-vis du tourisme durable. J'ai vu de plus en plus des plaintes. J'ai l'impression que c'est un sujet qui monte aussi sur Pinterest, sur le tourisme durable, sur le bio, sur tout de l'agriculture, la rénovation, etc., l'habitat. Et, euh, Oui. et donc du coup, est-ce que toi, de ton côté, comment tu vois l'intérêt pour un gîte d'utiliser Pinterest? Alors effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a aussi, une évolution des tendances et les gens sont de plus en plus sensibles, effectivement, au tourisme durable, au respect de l'environnement, à l'écologie, tout ça. Donc, c'est des thématiques qui fonctionnent bien sur Pinterest parce que les gens, hem, s'ils y sont sensibles, forcément, ils vont aller chercher des petits conseils, des petites astuces pour, voilà, progressivement un peu transformer leurs habitudes, de consommation, de vie et cetera. Et donc, au niveau des gîtes, ça peut être très intéressant effectivement, bah, sur les périodes de vacances, hein, parce que les gens, ils vont soit passer des vacances, passer des week-ends. Voilà, l'idée c'est de changer d'environnement, de passer un bon moment quoi, de profiter en fait, de découvrir peut-être une nouvelle région et cetera. Donc en fait, les gîtes, oui, ils vont s'intégrer dans cette thématique, du voyage, des vacances qui est très populaire sur Pinterest et donc les gîtes peuvent totalement, être présents sur, Pinterest, avoir un profil professionnel et partager le contenu qu'ils ont l'habitude de créer en fait, pour mettre en avant, ben,
leur hébergement, mais mettre en avant aussi les activités qui sont proposées, soit directement sur place, soit les activités que les gens vont pouvoir découvrir en venant, loger, au gîte. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, dans les alentours? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir? C'est assez marrant que tu dis ça parce que du coup, j'ai enregistré ce matin l'épisode avec Sophie et du coup, c'est la continuité de mon épisode sur l'inbound marketing et sur le fait de proposer du contenu qui soit utile à son client, au client idéal. Et du coup, je trouve que Pinterest, ça colle énormément à ça. C'est que comme c'est un moteur de recherche, du coup, on tombe sur le besoin, enfin sur la réponse aux besoins qu'on exprime. Et donc, du coup, je trouve ça hyper pertinent pour un gîte, comme tu le dis, de développer son contenu dessus et comme dirait Sophie, de recycler son contenu. C'est la pro du recyclage. Et donc, du coup, on faisait ça ce matin et du coup, ça rejoint ce que tu dis, c'est que un article de blog, il peut être très bien adapté sur Pinterest. Totalement et je pense que du coup l'épisode est très complémentaire et il faut vraiment, enfin voilà, suivre, toutes les informations seront intéressantes pour, avoir toute la logique et quand on parle de réseaux sociaux, de Pinterest, de blogs, de moteurs de recherche, on en revient quand même toujours aux fondamentaux du business. C'est que il faut connaître son client, il faut connaître sa clientèle et quand on connaît ses clients, qu'on connaît leurs besoins et ben, du coup, on va pouvoir leur apporter des réponses et du coup, on va pouvoir créer du contenu qui va, répondre à leurs besoins et quand on va partager ce contenu, forcément, on sait qu'on va leur plaire puisqu'on sait ce dont ils ont besoin, ce qu'ils vont rechercher. Donc après, c'est la suite est logique en fait quand on a réussi à faire ce travail-là. Donc pour vous donner un peu plus une idée de comment ça se passe sur Pinterest, pour moi, il y a 3 étapes. La première étape, ça va être, bien évidemment, on va créer son compte et on va être présent sur la plateforme. Donc la première étape, c'est d'être visible. Pour être visible, il faut avoir un profil et partager du contenu. La deuxième étape, ça va être de susciter l'intérêt et d'attirer le visiteur sur ces contenus. Donc, en fait, on va créer des visuels qui vont donner envie sur des sujets qui vont plaire à notre audience et on va lui donner envie d'en savoir plus parce que le but, c'est quand même qu'elle clique sur nos visuels pour lire la suite du contenu. Et la troisième étape, c'est une fois que notre visiteur il est arrivé sur notre site, qu'il a lu notre article de blog ou ce qu'on lui propose, et ben, c'est de le convertir en client. Donc il y a vraiment 3 étapes pour moi. La première étape, c'est de se rendre visible, mais ça marche quelle que soit la plateforme. La deuxième étape, c'est d'attirer le visiteur en suscitant son intérêt. Et la troisième étape, ça va être de le convertir. Alors depuis tout à l'heure, je reviens juste là-dessus, mais je parle beaucoup de contenu et j'ai pas précisé sur Pinterest quel type de contenu on pouvait partager. Je vous ai juste dit au début que chaque visuel était relié à une URL, donc c'est un lien en fait, cliquable. Et on peut partager n'importe quel type de contenu du moment qu'il y a une URL. Donc, ça fonctionne très bien sur les articles de blog et c'est ce qui est très répandu, mais ça fonctionne aussi vers un podcast, si vous avez un podcast. Ça fonctionne vers vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi rediriger vers des publications que vous avez déjà créées sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne vers vos vidéos. Donc, si vous avez des vidéos sur YouTube ou peu importe quelle autre plateforme, vous pouvez aussi mettre un lien vers vos vidéos et vers toutes les pages de votre site web en fait. Donc il y a vraiment une diversité de contenu qui peut être partagé sur Pinterest et qui du coup va permettre à chacun d'établir sa stratégie et de choisir quel contenu est le plus pertinent. Et surtout, comme tu parlais tout à l'heure de recyclage de contenu, bah, c'est de créer du contenu adapté et de le réutiliser pour augmenter sa visibilité. Du coup, là, tu parlais de le fait de diversifier l'URL cible, c'est-à-dire que l'endroit que tu veux partager, en fait, le truc que tu veux partager. Et je trouve ça très intéressant parce que déjà, moi, je le fais pas du tout. J'ai fait l'erreur fatale. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que, je sais pas pourquoi j'ai vraiment pensé comme ça, mais je redirige vers tout le temps mes articles de blog, mais c'est vrai qu'on peut partager même une page Facebook, limite, je sais pas. Bref, tout est possible, j'ai l'impression. Et, euh, et du coup, moi, j'avais une question vis-à-vis des épingles. Donc, c'est les visuels qu'on partage. Est-ce qu'on peut les utiliser, enfin les créer et les repartager, ou c'est pas une bonne pratique?
Alors, il va y avoir des limites quand même quand on crée des visuels et qu'on les partage. Si on les partage trop, il y a le risque qu'on soit considéré comme spammeur par Pinterest. Donc, il faut faire attention quand même. Ok. Voilà. C'est comme si ton article de blog, tu le partages 150 fois en une semaine. Tu vois, tu vas peut-être allumer les signaux chez Pinterest et il va dire, ouh là Hmm. là, c'est pas très humain ça, tu vois. Donc, faut faire attention à Ok. pas partager trop en masse. Maintenant, un visuel, on va pouvoir le partager dans plusieurs tableaux et du coup développer la visibilité en étant publié à plusieurs endroits. Mais il faut respecter les limites données par Pinterest pour voilà pas ouais, pas être pris pour du spam et du coup bah, faire Ouais, l'effet inverse et gâcher sa visibilité quoi. carrément. Ça, c'est intéressant aussi, cette histoire de tableau. Alors, je sais plus si on l'a dit, mais en gros, un tableau, c'est un groupe d'épingles ou enfin, qu'on peut nommer selon une thématique. Ça peut être par exemple le tourisme durable, qu'est-ce que c'est? Et là, vous réunissez, enfin, vous ajoutez toutes les épingles qui concernent ce sujet-là. Et il faut savoir aussi qu'il y a des tableaux qui sont partagés. Ça, par contre, moi, j'ai jamais compris comment. Oui, alors quand on crée son profil sur Pinterest, on va donc créer des tableaux. Créer des tableaux, comme tu l'as dit, des tableaux thématiques pour venir ranger le contenu, donc ranger les épingles par thématique. Donc un JDIT, il va pouvoir effectivement créer des tableaux avec des thèmes assez généraux, si je peux dire, donc du genre tourisme durable, partir en vacances, voilà. Et il peut créer des tableaux après beaucoup plus précis aussi sur, je sais pas, une localisation, une activité, etc. L'idée, c'est qu'on va créer des tableaux qui soient toujours en cohérence avec bah, le profil et ce qu'on propose. Donc ça, c'est des tableaux. En fait, sur notre profil, on est propriétaire de nos tableaux, entre guillemets, et on est les seuls à pouvoir enregistrer du contenu dedans. Donc on va choisir les épingles qu'on veut venir ranger dans nos tableaux. Ça, c'est nos tableaux à nous. Et il existe, comme tu l'as dit, des tableaux collaboratifs. Un tableau collaboratif, c'est un tableau dans lequel plusieurs personnes peuvent enregistrer des épingles. Donc en fait, toi, tu vas créer un tableau. Soit tu le gardes pour toi et il est individuel, soit tu décides de l'ouvrir à plusieurs personnes. Et à ce moment-là, ben, toutes les personnes que tu autorises à venir publier vont pouvoir enregistrer du contenu dedans. Et c'est intéressant pourquoi? Parce Hmm. que plus il y a de, enfin plus il y a de personnes, oui. S'il y a plusieurs personnes en fait qui participent à un tableau, ça va élargir sa visibilité parce que ben, les gens qui sont abonnés à ces personnes-là vont pouvoir voir le contenu qui est partagé. Et du coup, c'est du partage en fait. Sur Pinterest, il faut vraiment garder aussi cette notion de partage en tête qui est très importante. On va partager son contenu, mais on va aussi repartager celui des autres. C'est vraiment un échange dans les deux sens. Et donc, quand on a un tableau qui est collaboratif, il porte très bien son nom, on va collaborer tous ensemble, on va partager du contenu tous ensemble, et donc on va augmenter notre visibilité à terme. Ok, ça roule. Je crois que j'ai tout compris. Super. Euh, T'as déjà pas mal partagé d'astuces vis-à-vis de pas mal de sujets déjà. Mais il me semble que tu en avais déjà préparé quelques-unes pour l'épisode. Est-ce que tu veux nous les partager du coup? Oui, alors si je dois donner des astuces très concrètes, la première chose, c'est vraiment de penser à créer un profil professionnel. Pourquoi? Parce qu'un profil professionnel, il va pas avoir tout à fait la même mise en page et surtout, vous allez pouvoir accéder aux statistiques et à la publicité. Donc c'est quand même toujours intéressant d'avoir les statistiques pour avoir un retour sur le travail qu'on fait, même sans aller dans le détail et tout maîtriser sur le bout des doigts. Les statistiques nous permettent d'avoir un retour quand même sur ce qu'on fait, de voir ce qui plaît le plus aux gens et ce qui plaît un peu moins. Voilà, d'avoir un retour sur ce qu'on fait et d'ajuster en fonction de ce qui se passe. Et puis la publicité, là c'est comme sur toutes les plateformes, il y a un système publicitaire, donc on peut décider de payer et de faire de la publicité pour encore élargir sa visibilité. Donc ça, c'est possible uniquement avec un profil professionnel. C'est gratuit, ça se fait en 2 clics. Donc voilà, soit vous créez un profil et vous pensez à le créer tout de suite en professionnel, soit vous pensez à le basculer eh ben, d'un perso à un professionnel si c'était pas déjà fait. Le deuxième conseil, du coup, c'est d'optimiser son profil. Donc,
Là, un profil, il reprend un peu les codes, on va dire, traditionnels d'un réseau social. Donc ça va être utiliser une photo de profil, ben, adaptée, donc soit le logo, du gîte, soit une photo de profil de la personne qui gère. Enfin, après ça dépend de l'image qu'on veut mettre en avant, mais il faut que dans tous les cas, que ce soit de bonne qualité et que ça reflète, le profil. On ajoute une photo de couverture toujours de bonne qualité, à l'image de son gîte et qui va refléter le profil, de façon professionnelle. On va penser à revendiquer, son site web et ses réseaux sociaux. Là, j'explique rapidement. L'idée, c'est d'indiquer à Pinterest que vous êtes propriétaire de votre site web et de vos réseaux sociaux pour que, tous les contenus qui soient partagés sur Pinterest, qui sont liés à votre site et à vos réseaux sociaux, Pinterest, ils comprennent que ça vous appartient. Un site web, il ne peut appartenir qu'à un seul profil Pinterest à la fois. Donc, même si c'est des personnes extérieures qui partagent votre contenu, Pinterest, il va savoir que ça vous appartient. Donc, c'est pour ça qu'il faut revendiquer. Et puis, comme ça, votre site web, il apparaît sur votre profil aussi. Mmh. Et la dernière chose à penser à optimiser, c'est la petite biographie. Là, il y a un nombre de caractères limité. Donc, on met une ou deux phrases d'accroche qui doit être court, claire, précise pour qu'on sache bien ce que vous faites et ce que vous proposez à vos clients. Et puis après, on crée des tableaux, comme on l'a dit, par thématique. On garde toujours des titres courts, clairs, précis. L'idée, c'est vraiment d'avoir un profil qui soit professionnel et le plus clair possible, le plus simple possible à comprendre, aussi bien pour les utilisateurs que pour le moteur de recherche qui est Pinterest. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est de soigner ses visuels. Pourquoi? Je rappelle, on est sur un moteur de recherche visuel. Les gens vont voir vos visuels et le but, c'est de leur donner envie de cliquer, d'en savoir plus. Donc, il faut créer des visuels déjà au bon format. Donc, le format recommandé par Pinterest, c'est 1000 par 1500 pixels. Donc, c'est un format vertical. Il peut être un petit peu plus long, mais surtout pas de paysage. Ça, je précise, c'est parce qu'en fait, 85% des utilisateurs, ils utilisent Pinterest sur leur téléphone. Et donc, forcément, le téléphone, c'est le Mmh. format profil qui fonctionne. Donc, il faut vraiment voilà, respecter un format vertical qui donne envie de cliquer et on pense soit à mettre des photos, soit à créer des visuels où on va respecter sa charte graphique pour qu'on soit identifiable et puis pour se différencier aussi de tout le contenu qui existe déjà, il faut qu'on puisse nous reconnaître et nous distinguer de ce qui existe. Donc voilà, il faut vraiment soigner ces visuels, c'est vraiment important pour pouvoir se distinguer et donner envie aux gens en fait d'en savoir plus. Trop cool. Ça, c'est une bonne liste d'astuces. Je t'ai pas arrêté parce que j'étais là, waouh, waouh, waouh. Et du coup, il y a, quand tu parlais des statistiques, euh, en fait, dans les statistiques, dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on voit le nombre de vues, le nombre de clics et le nombre d'épingles, enfin d'enregistrement d'épingles. Ouais, alors il y a vraiment pas mal de statistiques sur Pinterest, mais effectivement, les principales, tu les as données. On peut voir le nombre de fois que nos visuels ont été vus, le nombre de fois le nombre de fois où les personnes ont cliqué dessus juste pour agrandir. Parce que la première fois qu'on clique sur un visuel, il va s'afficher en grand, on va voir son titre et sa description. Et quand on reclique dessus, là, on est redirigé vers le site web. Donc, il y a le nombre de vues juste quand ça passe dans le fil d'actualité, le nombre de fois où on a été chercher un peu plus d'infos, et après le nombre de fois où on a cliqué pour être redirigé. Alors après, le trafic pour l'étudier, on peut tout à fait passer par Google Analytics, hein. Donc Google Analytics, on peut aller chercher dans les sources de trafic celui qui provient de Pinterest et du coup là après voilà utiliser un outil si vous êtes plus familier avec celui-là, pourquoi pas. Mais dans Pinterest, ce qui se passe sur Pinterest, voilà, on peut le voir dans les statistiques et puis après on peut voir aussi en fonction de la stat qu'on veut analyser, on peut voir quel visuel fonctionne le mieux, celui qui a été le plus de fois réenregistré aussi par les autres personnes. On voit le nombre d'enregistrements. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut voir. Donc il y a des données qui vont être
très simple et que tout le monde va pouvoir comprendre parce que Pinterest, il met des petites bulles pour expliquer rapidement ce que ça veut dire. Et puis après, si on veut vraiment rentrer dans le détail, on peut aller un peu plus loin, organiser les données, etc. On peut faire des extraits et tout, on peut aller un peu plus loin. Ouais, c'est vrai que ça a l'air assez poussé après par la suite. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que du coup, on en parlait aussi ce matin, mais c'est important de faire différents essais. Et je pense que du coup, c'est tout à fait jouable sur Pinterest de faire des essais de visuels, de titres, etc. et de juger entre les stats lequel a réagi le mieux, quoi, en fait. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que on va pas tous être sensibles aux mêmes mots, aux mêmes tournures de phrases. Et donc c'est pour ça que quand on parle de Pinterest, on conseille souvent de faire plusieurs visuels pour le même contenu. Donc si je partage un article de blog, je vais pouvoir Hmm. faire 4, 5 ou 6 visuels et je vais pouvoir changer les mots-clés. Alors je vais toujours garder une cohérence dans ce que je fais, mais je peux changer ma tournure de phrase et peut-être qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à certains mots qu'à d'autres. Tu vois, dans les recherches qu'on fait, des fois, on a tous la même idée en Oui, tête, bah mais on oui. va pas utiliser les mêmes mots pour faire la recherche. Donc voilà, ça permet en fait de proposer plusieurs, plusieurs possibilités. Et puis, comme tu l'as dit, de faire des tests et de voir peut-être ce qui fonctionne le mieux et ce qui fonctionne moins bien, et du coup de réorienter après notre travail en fonction de ces résultats-là. À quelle fréquence on doit publier sur Pinterest? Est-ce que ça doit être hyper régulier ou est-ce qu'il y a un minimum à faire pour que ça marche? Et je me doute bien qu'il y a un maximum, mais c'est niveau de charge de travail, est-ce que c'est très conséquent ou pas? Alors oui, Pinterest, il va, aimer qu'on lui apporte du contenu, de façon, régulière puisque, comme toutes les plateformes sur le web, il se nourrit de nouveautés, en fait. Donc, plus on lui apporte de nouveautés, plus il est content, forcément. Après, en termes de nombre de publications, oui, c'est recommandé de publier une dizaine d'épingles par jour. Maintenant, je vous rassure, quand on parle d'une dizaine d'épingles, je parle aussi bien du contenu que vous allez créer vous et du contenu que vous repartagez des autres. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était aussi une Ok. plateforme de partage et donc il faut repartager aussi du contenu que les autres personnes créent et qui sont cohérents par rapport à ce dont vous parlez sur votre profil. Donc ça, c'est le minimum recommandé. Après, pour vous rassurer aussi, il y a des outils qui existent pour vous aider dans ce travail-là. C'est-à-dire qu'il y a des outils pour programmer, en fait, comme sur Instagram, hein, on peut dire, ben, aujourd'hui, je prends 2 heures pour travailler sur mon compte Pinterest et puis je fais tout ce que j'ai à faire pour un mois et comme ça, je suis tranquille. Ça, c'est tout à fait faisable. La programmation, elle existe euh, directement sur Pinterest. Alors après, c'est gratuit, donc il y a une limite comme tous les outils gratuits. Et après, il y a d'autres outils payants ou plus développés qui vous permettent d'approfondir ce travail-là. Mais pour commencer, la programmation sur Pinterest est déjà très bien pour tester l'outil. Euh, du coup, pour répondre à ta question en termes de charge de travail, ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est que ça va prendre beaucoup moins de temps que créer du contenu pour les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Facebook, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Pinterest, on va créer des visuels et on va les partager. Mais en principe, le contenu qu'on crée sur Pinterest, il est déjà, enfin, il est déjà créé, des articles de blog, des épisodes de podcast. Si c'est des choses que vous faites déjà au quotidien, le partager sur Pinterest, oui, ça va vous demander un petit peu de temps, mais pas, pas autant que la production de contenu sur les réseaux sociaux à proprement parler. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le contenu, il est durable sur Pinterest. Ça veut dire que on sait que quand on publie un tweet ou qu'on publie une publication sur Instagram, très vite, c'est plus visible. Alors que sur Pinterest, comme c'est un moteur de recherche, nos épingles, elles vont être visibles plusieurs mois, voire plusieurs années après. C'est très intéressant parce que du coup, on sait qu'on travaille pour des résultats qui vont durer dans le temps. Des destinations de vacances. Alors oui, il y a des tendances et des popularités qui font que peut-être que des années, ce sera plus recherché que d'autres. Mais si vous partagez des astuces ou des activités à faire dans une région, elles vont pas périmer en une semaine. Donc du coup, tant que le contenu est toujours valable, il apparaîtra toujours dans les résultats de recherche si c'est toujours un besoin de l'audience en fait. Donc sur la thématique des voyages, il y a des choses qui sont assez intemporelles et qui vont pouvoir durer plusieurs mois, plusieurs années. Et ça, c'est très intéressant
parce que c'est propre à Pinterest et à Google ou enfin voilà, au moteur de recherche et au contenu qu'on crée de façon durable. Donc ça, c'est très intéressant et donc après, pour revenir à charge de travail, ce qu'il va falloir faire, c'est donc créer des visuels. Heu, Ce que je vous conseille là, c'est d'utiliser Canva si vous l'utilisez déjà parce que c'est un outil qui est, assez facile à prendre en main et si vous avez déjà créé des visuels dessus, avec la version pro, il y a la fonctionnalité qui permet de redimensionner les visuels en quelques clics. Donc ça peut, être utile si vous avez déjà créé, des visuels pour, vos réseaux sociaux par exemple et que vous voulez les adapter au format. En 2 clics, hop, on peut adapter au format, de Pinterest. On peut créer des visuels, très facilement, se créer des templates et réutiliser les mêmes, hein. Moi, c'est ce que je fais pour mes clients. On définit au début, 5-6 templates et puis on les réutilise, à chaque fois en changeant le titre, la photo, voilà. Donc c'est créer des visuels et après sur Pinterest, on va donc mettre son visuel, on va lui donner un titre. Donc le titre, il faut faire, mettre ses mots-clés principaux et avoir un titre qui soit, pertinent, assez court et facile à comprendre. Ensuite, on peut mettre une petite description. Donc dans la description, on va, en quelques phrases, expliquer rapidement, ce que les personnes vont pouvoir, retrouver dans notre contenu et lui donner envie aussi d'en savoir plus forcément et après on met un lien. Donc c'est assez, rapide à faire. Après forcément, plus il y a de volume, plus ça va prendre de temps. Hem, mais moi je recommande vraiment, quand on parle de création de contenu, quelle que soit la plateforme, je conseille si c'est possible de faire du batching, hein. Donc c'est de se dire: «OK, aujourd'hui je prends, peut-être 2 heures, je fais ça et comme ça je suis tranquille après pendant, un moment» et heu et ça se fait automatiquement et on se libère de la charge de travail et on est sûr qu'il y a cette régularité qui peut, s'instaurer, tu vois? Carrément. Bah, ça, tu vois, c'est quelque chose que je fais pour mon compte Pinterest, mais là, tu vas me crier dessus. Je le fais pendant 2 heures et en fait, je programme pour un mois et c'est une publication tous les 3 jours à peu près. Donc, on est loin des 10 publications par jour. Mais là où je veux en venir, c'est que euh, c'est même avec ce petit rythme qui est pas du tout professionnel, en fait, j'ai des épingles qui ressortent encore aujourd'hui et le taux d'engagement, c'est-à-dire l'interaction avec cette épingle, il est très fort. C'est par exemple sur mon article sur le tourisme durable. Et donc du coup, cette épingle, je pense que j'ai dû la publier il y a 1 an maintenant. Et donc du coup, il y a toujours des personnes qui vont réagir avec et qui, via l'épingle, vont sur mon article de blog et qui sont vraiment dans une super démarche et qui vont même commenter l'article de blog que j'ai sur le tourisme durable. Donc même avec un petit rythme catastrophique, et ben il y a quand même des résultats. Donc c'est vrai que le top du top, c'est de mettre 2 heures enfin bloquer une période comme tu disais, et avec juste cette démarche-là, même si on n'a pas le temps de faire un truc de folie, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a des bons résultats et le moment où vous avez vraiment un instant où vous pouvez produire plus, et ben vous faites comme Olivia le dit, prenez un instant et vous pliez à fond les ballons et après au moins vous êtes peinard quoi. Oui, puis c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi je le vois sur des profils de clients aussi que je gère. Il y a des contenus qui ont très bien marché, qui sont très populaires et encore plus, oui, sur les thématiques de zéro déchet, de tourisme durable, de protection de l'environnement, ces thématiques-là, il y a une sensibilité qui est de plus en plus présente chez les gens et des contenus qui ont été créés il y a 1 an ou 2 chez des clients qui sont présents depuis plusieurs années sur la plateforme. C'est leur top contenu quoi, qui crée encore le plus de trafic aujourd'hui. Donc il y a cette notion de durabilité, elle est hyper intéressante sur Pinterest parce que ce que vous faites aujourd'hui ne va pas s'effacer demain, quoi. Ça va vraiment rester tant que, voilà, tant que ça reste dans les besoins et dans l'actualité, ça va rester. Et, et même si au début, on n'a pas un rythme et un volume très important, on peut avoir des résultats déjà intéressants, tu l'as dit toi-même. Et puis voilà, au début, il faut pas se mettre la pression, il faut prendre l'outil en main,
découvrir les bonnes pratiques, voir comment ça fonctionne, optimiser son profil. Et une fois que vous serez plus à l'aise avec ça, vous pourrez passer à de l'automatisation et à un volume peut-être plus important parce que vous aurez vu les premiers résultats et que vous serez plus à l'aise avec l'outil aussi. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression au début, sinon on n'a pas envie en fait, c'est comme tout après. Mais on peut avoir de super résultats et je suis sûre que voilà, pour tout le domaine des gîtes, des vacances, des hébergements touristiques, il y a une vraie demande sur Pinterest et après c'est aussi propre à la saisonnalité, hein. Ça, c'est une activité qui va avoir une saisonnalité assez marquée. Donc il y a des périodes où forcément, ça va, cartonner, des périodes où ça va être plus tranquille, mais ça fait partie du jeu, quoi. Carrément. Mais en plus de ça, tu vois, on parlait tout à l'heure des différentes thématiques qui sont sur Pinterest. Et donc, du coup, il y a le tourisme et je repense à un secteur en particulier, c'est la décoration. Et tous les gîtes que je suis, en fait, ils ont vraiment cet amour de la déco et de l'architecture, etc. Et je suis sûr que, en fait, rien qu'en, comme vous, enfin, comme ils le font déjà sur Instagram, rien qu'en prenant une photo de l'intérieur et en détaillant la démarche, peut-être les produits, etc. Ça peut être aussi une idée d'épingle qui peut pallier à la saisonnalité et donc du coup ça peut être super intéressant aussi. Donc, comme tu l'as dit, je pense que c'est un vrai bon levier pour les gîtes. Après, il faut trouver le rythme, etc. Il faut se familiariser avec l'outil, mais il y a un potentiel énorme, je suis sûr. Oui et comme tu l'as dit, la décoration, mais aussi tout ce qui est projet de rénovation, travaux, tout ça, Ouais, les gens, ils aiment bien. Les travaux, même quand c'est des petits travaux, avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au bricolage et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on peut relier quand même plusieurs thématiques, je pense, pour quelqu'un qui est propriétaire d'un gîte. Voilà, comme on le disait aussi au début, sur les activités qu'il y a à faire. Donc on peut parler de plein de sujets, ça, j'en suis sûre et du coup, effectivement, sur Pinterest, il y a plein de thématiques qui peuvent être intéressantes et qui peuvent intéresser les utilisateurs. est-ce que tu as vu des comptes de gîtes? Moi, j'en ai pas vu énormément sur Pinterest. Je sais qu'il y en a un, c'est Ethic Hotel. Ça, par contre, je le sais parce que du coup, j'ai découvert parce qu'elle a épinglé mon épingle. Alors, du coup, j'étais, ah, ils sont sur Pinterest aussi. Donc, voilà, je suis allé m'abonner. Euh, et je vais partager les épingles que j'ai retenues. Si Anne nous écoute, je lui fais un petit coucou. Anne, c'est la personne qui a créé Ethic Hotel puisque je travaille avec elle. Donc voilà, je fais un petit coucou si jamais elle passe par là. Ah! Et effectivement, quand on s'est, quand on quand on a échangé ensemble, elle m'a dit: «Mais je suis sûre que Pinterest, il y a un créneau à prendre, est-ce qu'on peut faire quelque chose et tout?» donc oui, c'est une thématique, où il y a des choses à faire. Après, voilà, il faut un peu de temps pour s'installer au début, hein, forcément, comme toutes les choses qui sont nouvelles, ça demande un peu de temps au début. Mais après, une fois qu'on est installé et qu'on partage du contenu, peut y avoir de beaux résultats derrière, quoi. Et puis, du coup, je savais pas, tu vois, je suis pris au dépourvu. Ouais, Heureusement que j'aime bien le compte, hein, parce que ça, j'aurais pu faire une gaffe, tu sais. non, mais c'est vrai qu'avec Anne, on a du coup, mis en place, un profil, voilà, plus professionnel, on va dire et puis pour prendre un rythme aussi, plus soutenu et donc voilà, c'est intéressant de voir d'autres exemples aussi. Il ne faut pas hésiter à faire des petites recherches pour voir, se mettre à la place de l'utilisateur, taper dans la barre de recherche un peu, ce que les gens pourraient chercher, ce qui vous correspond et de voir quels sont les résultats qui existent déjà, d'aller s'inspirer de ce qui existe, de regarder ce que les autres proposent pour pouvoir après, faire, vos épingles à votre sauce avec votre contenu, avec votre personnalité et voilà. Mais c'est intéressant d'aller s'inspirer et de voir ce qui existe déjà et de voir que ça fonctionne et que si ça fonctionne pour les autres, pas de raison que ça fonctionne pas pour vous. Il faut juste, Hmm. voilà, prendre en main l'outil, connaître les bonnes pratiques et avoir un peu de patience au début et puis après, ça roule. Ouais, bah ouais, forcément. Et bah ça, c'est du bon conseil. S'inspirer du déjà fait, y apporter ta touche Oui, il faut le mettre à sa sauce, persévérer, hein. quoi. Faut pas aller piquer ce que font les autres, Ouais, non, faut pas mais faire. surtout pas.
Mais on le fait tous, on regarde ce qui se passe sur notre secteur, voilà. Et c'est hyper important aussi le fait de ne pas copier parce que ça marche comme un article de blog. C'est super bien référencé sur Google, Pinterest. Donc du coup, il y a ce qu'on peut appeler du duplicate content, c'est-à-dire du contenu qui est copié-collé. Et en fait, bah, Google, il va le détecter. Et donc du coup, si vous faites du copier-coller même sur Pinterest, ça va se voir. Donc Oui, et tu faites parles de attention. référencement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et je pense qu'on peut en reparler rapidement. Euh, En fait, Pinterest, c'est un cercle vertueux pour votre référencement naturel aussi sur les moteurs de recherche type Google. Pourquoi? Parce que Google, dans son référencement, il apprécie que les sites aient du trafic. Donc, si vous lui apportez du trafic avec Pinterest, vous avez la possibilité d'améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche classiques. Et donc, c'est un cercle vertueux parce que plus notre site il est visité, plus ça nous apporte des choses, mieux on est référencé, mieux on est visible, etc. etc. Donc, c'est aussi intéressant de voir ce lien-là. Pinterest peut vous aider dans votre référencement naturel sur les moteurs de recherche. Et après, c'est la boule de neige et on fait grossir le truc, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te viennent en tête que tu as envie de partager pour la fin? Ben, comme je disais tout à l'heure, Le je sujet est pense tellement qu'il large faut, que... ouais, non, mais je pense qu'il faut vraiment, au début, prendre l'outil en main, faire des tests, aller bien regarder quelles sont les bonnes pratiques. Vous retrouverez plein de conseils sur Internet. Moi, je publie un peu des articles de blog, mais je suis pas la seule à en parler. Donc, des articles de blog sur le sujet, vous en trouverez aussi plein. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Moi, j'essaye de partager des petits tips, des petites astuces sur mon compte Instagram. Donc voilà, il faut vraiment essayer de se renseigner sur quelles sont les bonnes pratiques. On en a déjà donné quelques-unes dans cet épisode, mais pour bien se familiariser avec l'outil, bien le prendre en main, sans se mettre trop la pression au début. Et puis après, quand ça fera partie de votre stratégie et que vous serez plus à l'aise avec l'outil, enfin, ça se fera naturellement, je pense. Après, ça se développera plus facilement après. Ok, bah ça c'est un joli mot de la fin. C'est une belle conclusion et c'est super positif. C'est parfait dans la vision de ce podcast. Et il y a une fameuse question que je pose juste pour rigoler. C'est, je l'ai fait à Lola et je l'ai fait à Sophie ce matin. Euh, c'est quoi ton gîte idéal? C'est genre, c'est où tu vas en vacances? Quelles sensations tu recherches? Enfin, ce genre de truc. Si je devais réserver là un gîte pour mes vacances, ce serait un endroit tranquille, détente, au calme, tu vois, avec une piscine, tu vois, pour l'été, tranquille, ouais. Vraiment Ouais, déconnexion, détente. Ouais. trop bien. T'as une région de préférence ou alors t'aimes aller un peu partout? Tant qu'il y a une piscine, enfin tant que tu peux utiliser la piscine qui fait pas trop froid, c'est bon. Ouais, plutôt le sud quand même, où il y a la chaleur et tout, mais après, en France, on a des très belles régions partout où qu'on aille, on a toujours des jolies choses à voir, des activités à faire. Donc, découvrir des nouveaux endroits, c'est toujours sympa et enrichissant aussi. Trop bien. Et dernière question vis-à-vis de ça, est-ce que dans tes recherches, est-ce que tu passes par une plateforme en particulier? Enfin, comment tu procèdes pour réserver toi de ton côté? Bah, souvent, je prends les moteurs de recherche et puis je fais mes petites recherches et en fonction de ce qu'on me propose, je clique, quoi. Donc, Tu fais ton petit tri, quoi. ouais, c'est ça. J'ai pas de plateforme précise en tête, mais ça, moi, je le fais pour beaucoup de choses, hein, même quand j'ai besoin d'acheter quelque chose en ligne ou quoi. Souvent, je fais une recherche et en fonction de ce qu'on me propose, je fais mon choix par rapport à ça. Nice. Donc, le référencement est très important Trop bien. pour les consommateurs Ouais, comme moi, en tout cas. j'avais ça en tête, j'étais, ah! Cet épisode, faut vraiment qu'on en parle. Ouais, pour les consommateurs comme moi, le référencement est très important. Ouais, mais je pense on fait partie de la génération qui a l'habitude de faire des recherches après, c'est peut-être parce qu'on est professionnel dans le milieu, mais on sait
les sites qui sont mis en avant par hasard et par la publicité ou autre. Et c'est vraiment les autres sites qui sont vraiment réels avec une vraie démarche. Et je pense que nous, on arrive à faire cette différence. Mais je pense que de plus en plus de monde arrive à faire cette différence-là. Donc du coup, c'est hyper important, comme tu le dis, le référencement. Donc voilà. Et puis On le réserve pas mobile ses aussi. vacances à l'arrache. Donc Ouais, et puis le mobile aussi, très important parce que je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à utiliser notre téléphone aussi pour faire toutes ces recherches. Enfin, moi, je sais que j'ai mon téléphone tout le temps à côté et il est jamais loin. Et donc, hmm. quand j'ai besoin de quelque chose, je sors le téléphone. Et donc la dimension responsive est aussi hyper importante. Et je vous l'ai dit tout à l'heure pour Pinterest, mais 85% des utilisateurs utilisent leur téléphone pour Pinterest. Donc, il faut que votre site il soit adapté au mobile parce que une fois que l'utilisateur il a cliqué sur votre contenu et qu'il est redirigé sur votre site, s'il est sur son téléphone et que votre site il est cassé quand on arrive dessus sur le téléphone, ben on perd Hmm. le visiteur en fait. Donc ça, il faut y penser aussi. Ouais, grave. C'est hyper important. J'ai cette vision du site infini, tu sais. Des fois, il y en a qui sont tellement vieux Oui, quand tu arrives dessus. Et en fait, sur mobile, tu es obligé de slider pendant au moins 3 minutes sur la droite pour arriver au bouton, tu vois. Et c'est ça. parce que du coup, ils sont pas du tout adaptés et ils restent comme ça. Et c'est vrai que ça gâche toute l'expérience utilisateur. Donc, ça, encore un sujet d'épisode. Franchement, on va tous les faire. Mais voilà, un site qui est adapté responsive, c'est adapté au mobile, c'est hyper important. Et donc, du coup, toi, en tant que cliente, c'est un frein direct, quoi. S'il ne l'est pas, en tout cas. Tout à fait. Ok, bah, je pense qu'on a fait un bon tour. En tout cas, j'ai été très content que tu partages tout ça parce que pour le coup, c'était assez flou pour moi, Pinterest. Je l'utilise vraiment très peu. Et du coup, je suis content d'avoir eu ce call. Ça m'a fait un petit cours en sous-marin. Mais voilà, je suis très content en tout cas. Les conseils que tu as partagés, ils sont super. Et je suis sûr que ça va intéresser du monde sur le podcast. Et en tout cas, c'est quelque chose que je conseille, qu'il faut creuser parce que ça peut être un réel levier. Super. Et ben, merci à toi de m'avoir invité sur le podcast. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi et j'espère que vous qui nous écoutez, vous aurez pu noter ces conseils. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas après pour plus d'astuces, de conseils à retrouver tout le contenu sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. Yes, et sur ton réseau social aussi, parce que, enfin, sur tes réseaux sociaux, sur ton compte Instagram, allez-y parce que il y a des bons trucs, quoi. Donc, si vous voulez vous former avec une bonne approche, etc., c'est l'endroit parfait. Merci beaucoup. Oui, vous pourrez me retrouver du coup sous le pseudo Bioriginal, donc soit sur mon site web, soit sur mes réseaux sociaux, Instagram principalement et Pinterest bien évidemment. Heureusement. Mais je te calerai aussi en description, aussi dans la description de l'épisode, ça sera plus simple. Comme ça, vous aurez Ça le marche. bon orthographe et directement le lien et ça ira vite. Top. Voilà comment s'est terminé notre échange avec Olivia. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu et qu'il t'a apporté de nombreuses réponses à tes questions, ou même que ça t'a peut-être donné envie de tester Pinterest. Personnellement, j'ai appris énormément de choses et ça me rebooste à me replonger dans Pinterest parce que je l'ai un peu laissé de côté. Mais en tout cas, on est d'accord pour dire que ça prend un temps supplémentaire. Mais comme Olivia me l'a fait remarquer, il ne s'agit pas réellement de création de contenu, mais plus de recyclage de contenu. Alors tu sais très bien que dans les épisodes précédents, Sophie t'a dit que le recyclage de contenu c'était une très bonne méthode, alors pense-y. Et comme c'est du recyclage, le temps est donc plus réduit. Mais oui, c'est du temps quand même. Pour te rassurer là-dessus, je peux te dire que même en y passant 30 minutes par semaine pour programmer 3 épingles, j'ai eu des retours et des résultats. De toute façon, tu ne risques rien à essayer, c'est assez simple, c'est bien expliqué, et dans tous les cas, tu sais que c'est à Olivia pour te conseiller là-dessus aussi, et je crois vraiment qu'avec la bonne approche, tu pourrais en tirer quelque chose.
En attendant, n'hésite pas à venir interagir sur Instagram du podcast pour échanger avec moi et Olivia si tu as des questions ou autres. Je profite de cette fin d'épisode aussi pour faire mon coucou à Anne d'Ethic Hotel. Franchement, je ne savais pas du tout que c'était Olivia qui était sur cette partie-là. Et c'est la surprise de l'épisode. Franchement, j'adore ces petits moments-là qui sortent vraiment de nulle part. Donc voilà, je voulais faire mon petit coucou aussi et surtout conseiller le compte d'Ethic Hotel parce que c'est une mine d'or d'informations et les visuels sont vraiment top. Les textes sont vraiment top aussi. Donc allez y faire un tour, ça vaut le détour et prenez exemple. Revenons à toi l'auditeur, l'auditrice. Je te souhaite une très belle semaine, je te souhaite de très belles choses et je te dis à très vite pour continuer à booster ton gîte.